La Côte d'Ivoire est le fléau de la corruption qui est à tous les niveaux. Nous irons au Gabon. Le roi du Maroc rend une visite à Ali Bongo, toujours fatigué. Le Togo, un message pastoral appelle au report des législatives. Et puis, toujours dans le cadre des législatives, unir en roue libre, c'est une question et ce sont les sujets qu'on va aborder dans Regard croisé ce soir. Francisco Napokoura, journaliste freelance, est mon invité. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs de la New World TV. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Et merci à tous ceux qui nous suivent. On va en Côte d'Ivoire pour commencer. Le fléau de la corruption est présent à tous les niveaux où les efforts du gouvernement pour lutter contre ce phénomène ne produisent pas de résultats probants, a dénoncé mardi l'ONG Social Justice. Corruption dans la passation des marchés publics, dans les opérations de dédouanement, mais aussi dans les concours de recrutement dans la fonction publique. L'impunité règne selon le rapport de cette ONG soutenue par Transparency International qui milite pour la justice sociale, la transparence et la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Voilà, Firmin qui dresse un tableau noir de la Côte d'Ivoire. Oui, il y a un problème avec les pays africains. Bien sûr, il y a la corruption un peu partout dans le monde, mais il y a un problème avec les pays africains, c'est que les chefs d'État ou les gouvernements africains affichent aux yeux du monde qu'ils ont la ferme volonté de lutter contre la corruption. Et ils mettent en place des structures, des autorités de lutte contre la corruption. Mais en réalité, toutes ces actions ne donnent pas de résultats probants en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Vous imaginez, en Côte d'Ivoire, on dit, dans les concours de recrutement, il y a la corruption, moindre chose, il y a la corruption. Dans presque tous les domaines, la corruption est présente. Regardez, je vais vous lire un extrait d'une... ou quelques éléments d'une enquête réalisée en 2017 par Afrobaromètre. On dit un Ivoirien sur deux déclarait payer des pots de vin aux agents de police ou de gendarmerie pour éviter des problèmes. 1 sur 3 payait les agents de l'administration pour se faire délivrer des documents et 2 tiers considéraient que signaler un cas de corruption était dangereux du fait du risque de représailles. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Ça veut dire on ferme les yeux sur un tas ou un certain nombre ou plusieurs actes de corruption. Mais je vous rappelle aussi qu'en 2012, le gouvernement ivoirien, pour se conformer un peu à la convention de l'Union africaine qui appelle à lutter contre la corruption, avait mis en place une haute autorité pour lutter contre la corruption. Mais cette haute autorité n'a jamais produit de rapport annuel. Ça fait déjà 6 ans, mais cette haute autorité n'a jamais produit de rapport. Mais on se demande ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais au niveau de la police, il y a quelques efforts qui ont été faits. Il y a une brigade anticorruption qui a été mise en place et cela a permis d'avoir quelques résultats. Ça a permis de baisser de moitié le taux de raquettes effectuées dans la police. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les autorités ivoiriennes sont déterminées à lutter contre la corruption? C'est le problème qui doit inquiéter. Alors, Francisco, quand un Ivoirien sur 2 dit payer des pots de vin à la police ou à la gendarmerie pour éviter des problèmes et qu'on a 1 sur 3 qui paye les agents de l'administration pour se faire délivrer des documents, ça veut dire que c'est entré dans les mœurs, le système de corruption. D'abord, je voudrais partager avec vous ma première déception. C'était en novembre 1999 quand je rentrais en Côte d'Ivoire pour la première fois. J'avais pris les montées-descentes, comme on le dit, quand on prend la voiture à la frontière, on descend jusqu'à Noé et autres. Mais déjà à l'entrée à Noé, tous les papiers pratiquement étaient bloqués. Et il fallait donner quelque chose. Maintenant, quand vous rentrez dans le taxi sur la route, c'est-à-dire de Noé à Abidjan, et à chaque intersection, quand la gendarmerie ou la police vous bloque, en fait, le chauffeur lui cause pleinement et bonnement avec, comment vous l'appelez, les agents de police, et ils ont droit aux passagers. C'est pas comme ici au Togo, où le chauffeur a affaire avec la gendarmerie, mais là-bas, c'est les passagers plutôt, c'est comme un syndicat. Donc le chauffeur vous a apporté le gombo, comme eux-mêmes ils le disent. Et vraiment, jusqu'à arriver à Abidjan, j'avais juré que je ne vais plus rentrer dans ce pays par voie terrestre. Et ça continue. Et puis bon, avec les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus, les problèmes de guerre en quelque sorte.
Et quand vous voyez, ce n'est pas encore totalement fini cette histoire de chef de zone ou de milice, parce que les agents de force de l'ordre qui sont sur la route, ils perçoivent, et quand ils rentrent au bureau, ils ont des chefs à qui ils rendent compte, et donc chacun n'est-ce pas, chacun à son niveau et prend son gombo. Et donc, ça veut dire quoi? C'est rentrer dans les habitudes même des Ivoiriens? Oui, bon, je peux dire, hein, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Oui. Même là, même en Côte d'Ivoire, lorsque vous descendez à l'aéroport, et vous n'avez pas des gens qui vous demandent de l'argent comme au Togo. Quand vous sortez ou vous rentrez, on ne sait même pas où vous allez. Et parfois, vous avez peut-être un cercueil qui passe par le service fret. Et vous descendez par par service passager, mais on vous demande de l'argent, vous avez ramené quoi? Parfois, une fois, j'ai envie de dire que moi, je vous ai ramené un cercueil qui est de l'autre côté. Donc la raquette, ce n'est pas seulement en terre ivoirienne, même au Togo et partout. Vous voyez, quand vous traversez nos frontières. Et maintenant, lorsque le pouvoir est géré comme ce qui se fait dans nos pays, c'est-à-dire que c'est les forts qui sont au pouvoir. La Côte d'Ivoire, on a fait le temps de Gbagbo également, il y en avait eu suffisamment, où même des étudiants étaient érigés n'est-ce pas, en racketteurs de taxes de marché. Et en Côte d'Ivoire, ça s'est passé. Et puis, voilà, vous avez les gens qui ont des comptes garnis, qui font rien, qui sont pratiquement des chômeurs, qui ont des comptes garnis et en banque. Et donc, et voilà, c'est le système Ouattara qui gère. Et c'est eux qui sont dans les points sensibles de l'administration, qui font les passations des marchés. Et ils exigent et ils prennent leur part. Et en pleine ville, hein, en Côte d'Ivoire, quand vous circulez, on vérifie les séjours et autres. Et là, c'est la raquette, vous payez. Et même les radars, hein, je les félicite souvent qu'ils ont des radars mobiles pour détecter les gens qui filent dans les excès de vitesse. Mais lorsque vous vous arrêtez auprès des radars, vous êtes détecté, soit vous avez à payer pour le trésor qui est plus cher, ou bien vous diminuez la dose et l'agent prend peut-être un 2000 ou voilà, 2000 francs CFA, et puis vous laisse passer là, ce qui doit rentrer dans la caisse de l'État est passé. Bon, maintenant, quand nous venons chez nous au Togo, où le chef de l'État même reconnaît que la surfacturation et la fraude existe, je crois que la Côte d'Ivoire ne vient que de commencer. Ici, c'est l'autorité même qui reconnaît. Alors, Firmin, est-ce qu'on peut dire que, comment dire, c'est un phénomène qui est difficile à cerner, parce que là, ceux qui payent par exemple les policiers et les gendarmes, c'est parce qu'ils sont en infraction. Ils se disent, c'est le moyen de me sortir d'affaires. Si tout le monde était en règle, on n'aurait pas besoin de ça. En fait. Oui, si tout le monde était en règle, on n'aurait pas besoin de ça. Mais aussi, c'est comme la situation, les policiers adorent ce genre de situation. Qu'est-ce qui engendre tout ça? Parce que peut-être les gens ne sont pas bien payés. Oui, le niveau de traitement, les gens ne sont pas bien payés, les salaires ne sont pas tellement bien décents. Des gens vivent difficilement, l'administration publique n'est pas bien structurée, donc il n'y a pas assez de sous pour pouvoir financer l'administration et autres. Donc je pense que c'est un tas de choses qui engendrent ça. Vous savez, vous pouvez des fois être en règle. Il y a des situations où vous êtes tellement en règle, mais les policiers exigent que vous payez quelque chose. Oui, mais là, c'est l'éveil du citoyen. Je ne peux pas, par exemple, si j'ai un véhicule, j'ai mon permis de conduire, j'ai les pièces du véhicule qui sont à jour, je ne paye rien, qu'il m'amène où il va m'amener. Donc je pense que c'est ça, à ce niveau, ça va être une question de sensibilisation. Sinon, vous allez rester là-bas cloîtré, passer des heures sans qu'on ne vous satisfasse. Ce sont des choses qu'on voit dans nos pays, qu'on voit régulièrement, même à Lomé. Vous êtes en règle, mais on vous demande de payer quelque chose. Parce que c'est comme vous avez perdu du temps au policier qui a passé quelques minutes à faire... c'est son travail. C'est son travail, oui, c'est ça en fait. C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation et on revient à l'autorité ou au gouvernement africain de sensibiliser les fonctionnaires, de les amener à comprendre le bien fondé de ce qu'ils font.
que l'autorité ou les gouvernements africains s'engagent véritablement pour lutter contre la corruption. Sinon, ça devient une habitude. Ça devient une habitude. C'est comme quand le policier sort, il doit revenir avec quelque chose. Et surtout, quand on tend vers la fin du mois, vous voyez ce qui se passe. Parce qu'à partir du 25 déjà, ça chauffe dans les ménages. Et donc, quand le policier sort, ou dans l'administration au niveau des mairies et autres, donc on vous impose un certain nombre de choses que vous ne comprenez même pas. Vous savez, il a dit, Francisco a dit quelque chose qui a attiré un peu mon attention quand il dit des gens ont des comptes garnis alors qu'ils ne font pratiquement rien. Voilà, regardez nos chefs d'État, ils viennent au pouvoir et du jour au lendemain, ils s'enrichissent, ils ont des centaines des dizaines de comptes en Europe, dans les paradis fiscaux. Moi, j'ai deux exemples. Il y a, ça fait déjà quelques petites années, un document de France Télévisions disait ceci: la famille Bongo disposerait de 11 comptes bancaires. C'est la famille Bongo seule. Disposerait de 11 comptes bancaires, 33 propriétés en France, réparties de Paris jusque dans le midi du pays. Ces propriétés évaluées à au moins 19 millions d'euros l'unité. Parmi ces véhicules de luxe, rappelés à rue 89, c'est un site, on trouve une Mercedes S600 limousine de 158 200 € et une Porsche 911 Carrera de 81 116 €. Ça, c'est pour la famille Bongo. Qu'est-ce que la famille de Sassou Nguesso, elle autre, disposerait? Cette famille détiendrait quelques 24 propriétés et 112 comptes bancaires en France. Vous voyez, quand les citoyens ont ces informations, quand les policiers eux-mêmes ont ces informations, quand les agents de l'administration publique ont ces informations, vous voulez qu'ils se comportent comment? Je pense que la corruption, si on veut lutter contre la corruption, ça doit commencer depuis le sommet. Et ici, au Togo, on ne va pas en parler, mais quand le président de la République met en place une haute autorité pour lutter, mais il faut que cette autorité soit efficace, qu'elle montre, qu'elle publie des rapports réguliers, qu'elle montre aux citoyens qu'elle est en train de faire un travail énorme. Et là, les citoyens vont se voir rassurés. Ce qui engendre des crises politiques, c'est quoi? C'est des frustrations, parce qu'on dit, celui-là, il a détourné tel milliard, on le laisse comme ça. Celui-là, il vaut l'argent de l'État, on le laisse comme ça, alors que nous, on n'a rien fait, peut-être on nous emprisonne. C'est des situations qui doivent partir depuis le sommet. Francisco, dans la lutte, parce qu'on sait que dans la corruption, il y a la petite corruption, il y a la grande corruption. Qu'est-ce qui incombe qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'État? Non, la responsabilité de l'État, elle est entière. Il l'a dit tout à l'heure. Lorsque les citoyens voient ce qui est en train de se passer, je suis là, vous êtes là, vous habitez à côté, votre voisine est là, ou bien votre voisin avec ses enfants, et le voisin est à la retraite. 2 jours après, on l'appelle dans un ministère à aller travailler. Ce n'est pas qu'il a trouvé, il est parti créer une activité où c'est sa fille qu'on dépose 2 jours avec une bagnole, et en même temps, il recasse sa maison, ce qu'il n'a pas conçu pendant son temps de travail, et qui devient, disons, un grand immeuble à côté. Et ça pousse les autres qui sont à côté à vouloir imiter, à vouloir voir ce qui a changé, parce que comment l'appelle-t-on, ça fuite. Donc, toutes les formes de corruption doivent être totalement combattues. Et vous dites de ne pas parler, on ne peut pas parler des autres pays, et sans parler du Togo, qui, au fait, a été pratiquement l'un des premiers à avoir, par exemple, une commission de lutte anti-corruption. Cette commission a servi à quoi? À régler des comptes politiques. Vous imaginez, moi j'ai vu des reçus où on prend de l'argent chez les directeurs de société, c'est sur un cahier, une feuille de cahier. Je dis que les cahiers d'école, on dit je sous-signais tel agent, reconnaît avoir pris la somme c'est des centaines de millions, des dizaines de millions de telle société pour le compte de la commission anticorruption. Cet argent peut-être n'est jamais versé au trésor. Or, lorsque on met en place ces genres d'institutions et qu'on retire de l'argent, il faut que l'argent passe par le trésor avec des bordereaux en bonne et due forme. Ce n'est pas les feuilles de cahier. Donc, voilà la commission même qui est mise en place. Et d'abord, les membres, comme vous le voyez, il y a des gens qui ne peuvent jamais toucher. Il y a un rapport qui a circulé en temps sur les milliardaires, par exemple, du Togo. Quand vous voyez tous ces milliardaires, ils sont des fonctionnaires pratiquement. Il n'y a pas un privé qui soit milliardaire. Contrairement, par exemple, aux autres pays où vous voyez les milliardaires qui s'intéressent pratiquement par la politique, mais le jour où ils s'intéressent à la politique, on lui révèle d'où il a tiré
5 milliards et qui ne sont pas dignes d'être politiciens. Voilà. Or, c'est ça que nous, aujourd'hui, on encourage et dans nos pays. Donc, tant qu'on ne combat pas la haute corruption et la petite, ce serait difficile parce que la petite, n'est-ce pas, se nourrit, n'est-ce pas, de la haute corruption. Firmin, Francisco a dit quelque chose d'important, c'est que les luttes contre la corruption dans la plupart des pays prennent plutôt l'allure d'acharnement politique. Oui, donc moi, comme je dis, aujourd'hui, vous servez un régime, c'est dans plusieurs pays africains, aujourd'hui, vous servez un régime du jour au lendemain, si vous ne lui êtes plus fidèle, alors il sort tous vos dossiers. Donc ça veut dire, quand vous servez le régime, on sait que vous êtes, entre guillemets, coupable d'actes de corruption, mais puisque ça ne gêne pas la conservation du pouvoir, ça ne gêne pas le chef qui est en place, donc on vous laisse faire, bon, on vous permet de vous enrichir. Mais du jour au lendemain, si vous dites, vous voulez critiquer le régime ou sortir du système, on sort tous vos dossiers. Donc, je pense que c'est difficile. Ça va à l'encontre des principes démocratiques. Ça va à l'encontre des principes démocratiques. Vous savez, la question que je me pose souvent, c'est est-ce que, avec ces cas de corruption, est-ce que la démocratie n'est pas heurtée? Je propose de marquer la pause. On va revenir tout de suite et continuer ce débat qui est assez intéressant.